Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les participants, à tous ceux qui nous suivent et bienvenue sur notre 12e Café Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes avec le professeur Jamel Stambouli et avec Madame Anissa Rabahi pour parler de l'entrepreneuriat chez les femmes immigrantes. Alors, merci d'être avec nous, merci de nous suivre. Bonjour Monsieur Jamel, bonjour Anissa. Bonjour Karine. Bonjour Anissa. Donc, juste pour rappeler les règles, on va faire la première partie où ce sera la présentation de M. Jamel et ensuite le témoignage de Anissa. Et après, on passera aux questions-réponses. Donc, pour les questions-réponses, comme d'habitude, vous avez deux choix. Soit vous écrivez dans le chat et je vais pouvoir relayer vos questions, soit vous allez pouvoir demander la parole et je vous permettrai de vous exprimer. Donc, M. Jamel, c'est à vous. Oui, merci infiniment. Juste une précision aussi, si on a des entrepreneurs en ligne avec nous, peut-être qu'ils le savent bien ou elles le savent bien, les entrepreneurs respectent rarement les règles. Aujourd'hui, il y aura des dépassements de partout. Ça, c'est pas mon expérience. On est prévenus. Voilà. S'ils ne les respectent pas ou elles ne les respectent pas, elles essaient de les changer ou de les modifier. Donc, voilà. Attends-toi à du grabuge, Karine, aujourd'hui. J'espère que tu ne parles pas de moi. Non, pas toi, Anissa. Bon, c'est très gentil, Karine, pour cette présentation. Donc, qu'est-ce que je fais là aujourd'hui? Au fait, moi, je suis professeur à l'École d'innovation sociale de l'Université Saint-Paul, l'École d'innovation sociale Élisabeth Bruyère, ici, à Ottawa. Et au fait, ma spécialité ou mes intérêts de recherche touchent beaucoup à l'entrepreneuriat immigrant. Et mes derniers travaux, j'ai interviewé plusieurs entrepreneurs immigrants à Toronto, à Montréal, à Ottawa, dont plusieurs femmes également. Donc, je parle aujourd'hui à partir de cette perspective-là. Je ne vais pas faire un cours sur c'est quoi l'entrepreneuriat immigrant ou c'est quoi l'entrepreneuriat féminin ou de femmes immigrantes. Je vais focaliser un peu plus sur des éléments introductifs sur la situation de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat féminin ou l'entrepreneuriat des femmes et un peu l'entrepreneuriat immigrant. Et je vais peut-être me concentrer un peu plus sur des éléments qui sont spécifiques aux entrepreneurs femmes immigrantes en termes de défis. Premièrement, mais également, je vais laisser un peu plus de temps à la fin pour donner quelques conseils. Donc, comment on peut approcher si on a l'intention de démarrer une entreprise, si on est en affaires, quels sont les éléments à prendre en considération, surtout quand on est femme, immigrante et qui est intéressée par l'entrepreneuriat. Donc, je vais essayer de partager avec vous mon écran. J'ai préparé quelques slides pour ça que vous pouvez partager. Je vais partager ça avec la FIO. Donc, si vous voulez la voir, il faudra contacter Karine. Donc, voilà, quelques réflexions. Hop, on va y aller. Donc, c'est ça. Je vais introduire un tout petit peu, comme j'ai dit. Je vais parler un peu de type et surtout les caractéristiques importantes à prendre en considération quand on parle d'entrepreneurs immigrants en général et de femmes entrepreneurs immigrantes en particulier, un peu des éléments sur les défis, atouts et quelques conseils à la fin. Et voilà. Donc, ça, c'est une confirmation qui est présente partout dans le monde, surtout dans les pays là où il y a une présence migratoire. Donc, c'est toujours, et là j'ai pris l'indice entrepreneurial de Québec 18. On peut prendre le cas des États-Unis, de l'Australie comme pays référence par rapport à l'immigration. Les immigrants ont un potentiel vers l'entrepreneuriat beaucoup plus important que les natifs. Et ça, c'est présent partout dans le monde. Le dernier indice entrepreneurial qui est spécifique au Québec
mais là où on parle également du Canada, donc on parle de 2 fois plus d'intention chez les immigrants comparé aux natifs pour aller vers l'entrepreneuriat. Et ça, c'est important. Donc, une personne sur deux, en fait, 2 fois plus d'intention que les natifs, pour que je ne me trompe pas. Un autre élément qui est important, les entrepreneurs immigrants sont des chefs de file dans les secteurs. On trouve plusieurs chefs de file dans plusieurs secteurs d'activité économique au Canada et au Québec, qui sont des chefs de file de leur secteur. Donc, vous voyez ce que je marque ici, 12% pour les immigrants, immigrantes, 8% pour les natifs. Un autre élément très important, ce qu'on voit durant les 5 dernières années, c'est que le taux d'intention, il est en nette croissance chez les femmes. Donc, il est passé en 18 à 17% comparé aux hommes à 21%. Et ça, on voit qu'il y a une croissance durant les 5 dernières années. Un autre élément extraordinaire je vais faire le lien avec à la fin, quand je vais parler du contexte actuel, on est rendu à une quasi-parité en termes de propriétaires d'entreprises dont l'âge est moins d'une année. Donc, on trouve les entreprises qui ont été créées durant la dernière année, en fait, ce n'est pas la dernière année, ce n'est pas 19, c'est 18, il y a une parité. Donc, 50% ont été créés il y a 50% de propriétaires femmes, 50% de propriétaires hommes. Donc, il y a ce qu'on voit comme intention en augmentation se concrétise sur le terrain. Et ce sont des éléments importants. En termes de caractéristiques, quand on parle d'entrepreneurs en général, il y a plusieurs types d'entrepreneurs. On peut se baser sur les différentes générations, les baby boomers X, Y ou la génération Z qui s'en vient. Donc, chacune de ces générations-là a ses caractéristiques, a ses atouts, ses faiblesses par rapport à l'entrepreneuriat. Des éléments aussi importants quand on étudie l'entrepreneuriat immigrant en général, c'est la question de pays d'origine et la question de culture entrepreneuriale. Il y a des pays où on dit qu'il y a une culture entrepreneuriale beaucoup plus importante, présente, et donc les personnes originaires de ces pays-là ont beaucoup plus de tendance à aller vers l'entrepreneuriat. On parle également d'éléments ou de caractéristiques importantes en termes de capital, que ce soit le capital social, le capital financier ou le capital humain. Ce qui est intéressant au Québec et au Canada, c'est que l'immigration, on trouve des immigrants qui sont très bien éduqués. D'ailleurs, ça rentre dans la sélection ou le processus de sélection de ces immigrants et immigrantes. Et ça, c'est dans la recherche en entrepreneuriat, l'éducation et les diplômes amènent un plus en termes d'intention et de processus entrepreneurial pour les futurs potentiels entrepreneurs. On trouve également la question de capital social. Il y a plusieurs immigrants qui viennent de familles entrepreneuriales et donc ils et elles sont habitués à la culture entrepreneuriale qui est une culture familiale en quelque sorte. Donc, ces éléments-là peuvent aider les potentiels entrepreneurs ou les immigrants à démarrer des entreprises. Un autre élément qui est à prendre en considération quand on parle d'entrepreneurs immigrants, femmes ou hommes, c'est le parcours migratoire. Donc, est-ce que la femme est venue toute seule? Est-ce qu'elle est venue en famille? Vous allez voir, je vais détailler un peu plus cet élément-là en termes de conciliation, travail-famille. Donc, ça, c'est à prendre en considération également, positivement et négativement. Donc, on peut avoir des couples qui s'entraident pour que l'un ou l'autre démarre et gère une entreprise. Et ça peut aussi être négatif en termes du partage du travail dans le couple, etc., qui n'est pas égalitaire, et donc ça peut ralentir. Un autre élément important à prendre en considération quand on parle d'entrepreneuriat immigrant, c'est le contexte dans lequel on trouve les immigrants. Au Canada, il y a une certaine facilité en termes de processus de démarrage comparé à d'autres pays, par exemple. Et donc,
le contexte est positif en termes d'opportunités ou de trouver des opportunités d'affaires et d'accéder à des opportunités d'affaires dans le contexte canadien. J'arrive au défi et là, toutes les recherches démontrent et sont claires que immigrantes ou pas immigrantes, les femmes ont un accès un peu plus difficile au financement versus des hommes. Et ça se discute. Je pourrais y répondre à cette question si elle est posée sur le pourquoi. Mais c'est un fait. Les autres défis qui se rajoutent, ce sont des défis qui viennent par rapport à l'immigration, au statut migratoire en tant que tel. Donc, il y a des préjugés envers la différence qui se trouvent dans le contexte du pays d'accueil qui amènent des blocages ou des difficultés à démarrer une entreprise, à trouver une opportunité, à trouver des partenaires, à trouver du financement, à accéder même aux formations, etc. Donc, il y a ces éléments-là qui sont présentes pour les immigrants et immigrantes. Donc, pour un homme immigrant, la difficulté, elle vient de l'élément ethnique, on va dire. Donc, la différence, un immigrant qui vient nouveau arrivant, etc. Donc, il y a ces préjugés-là qu'on peut trouver. Pour la femme, c'est ces deux éléments-là. Dans la littérature, on parle beaucoup de double désavantage pour les femmes, donc qui viennent de la culture, de l'ethnie, et puis un désavantage de genre déjà présent dans toutes les sociétés. Donc, l'autre élément ou l'autre défi, c'est la question de réseautage en affaires. Un peu plus de difficulté pour les femmes d'intégrer les réseaux d'affaires locaux, même si actuellement, ça fait quelques années, on trouve qu'il y a une augmentation de réseaux de femmes entrepreneurs, ce qui facilite également l'intégration des immigrantes entrepreneurs dans ces réseaux d'affaires-là, mais c'est toujours un défi, c'est toujours difficile d'intégrer ces réseaux d'affaires-là. Un autre élément, un autre défi important, c'est que comme pour une nouvelle arrivante, il y a une certaine méconnaissance des ressources gouvernementales. Donc, et puis, en tant qu'immigrant, et ça on le trouve partout, c'est pas culturel, c'est tous les immigrants, on a tendance à aller vers les ressources communautaires versus les ressources gouvernementales nationales qui se trouvent par peur du refus, etc. Ça peut, les raisons et les motifs peuvent varier, mais il y a une méconnaissance de ressources gouvernementales et ça aussi, c'est un défi. C'est quelque chose qu'on peut dépasser par le développement d'une certaine curiosité et puis par un développement d'un certain comportement pour aller poser la question, pour aller se renseigner soi-même sur ce qui s'offre. L'autre élément qui vient avec les défis, surtout pour les femmes immigrantes entrepreneurs, c'est cette question on les appelle les mampreneurs, c'est les mamans qui sont entrepreneurs. Donc, c'est des défis concernant les conflits de temps avec les enfants, avec la famille, comment la gérer. Et puis, il y a un transfert de tension. Parfois, on est stressé par rapport à un nouveau marché qu'on va obtenir. Et puis, le stress peut aller vers la famille et le stress familial peut entraver les démarches entrepreneuriales qu'on peut avoir. D'un autre côté, donc, les défis sont là pour les entrepreneurs immigrants en général, beaucoup plus présents pour les femmes immigrantes entrepreneurs, mais il y a des atouts. Donc, quand on parle de gestion au féminin ou le modèle de leadership féminin dans la littérature, ce qu'on trouve, c'est que les femmes ont une approche au monde des affaires plus souple et plus humaine. Et donc, elles ont beaucoup plus tendance à trouver des partenaires, à travailler en équipe,
à développer des entreprises qui sont ouvertes, là où il y a beaucoup plus de démocratie présente en termes de prise de décision, etc. Et donc, ces éléments-là, sont des atouts importants à garder et à prendre en considération quand on développe ou quand on veut aller vers l'entrepreneuriat comme choix de carrière. Je termine bientôt. Je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps. Je n'arrive pas à voir combien de temps ça fait. Non, c'est correct. Tu es toujours dans ton temps. Parfait. Donc, je viens aux éléments essentiels. Pour ma part, je pense que c'est toujours important de se dire, moi, j'ai présenté comme une idée sur la situation globale, sur les réflexions autour de l'entrepreneuriat immigrant, autour de l'entrepreneuriat féminin. Mais si j'ai des conseils à donner à des personnes, à des femmes qui veulent se lancer en affaires, c'est vraiment de suivre votre passion. Et ça, c'est un message qu'on donne très souvent à des personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, parce que si on travaille dans un domaine ou si on veut développer une entreprise qui parle à notre passion, c'est beaucoup plus facile de devenir curieux, de poser des questions et de passer énormément de temps à travailler son projet, parce que même plusieurs recherches qui le montrent, donc des entrepreneurs, femmes ou hommes, en termes d'une moyenne de temps passé à travailler sur le projet, on parle de 70-80 heures par semaine. Donc, pour dépasser toutes ces difficultés-là et pour être présent tout le temps, il faut qu'on travaille sur quelque chose avec laquelle on est passionné. Okay? L'autre élément qui est important, c'est faire confiance à soi-même, mais également bâtir un cercle de confiance autour de nous, de partenaires, ça peut être les familles, les amis, développer doucement, petit à petit, un réseau de confiance, là où on va se réfugier, soit pour partager nos idées, pour partager nos inquiétudes. Ça, c'est très important également pour l'équilibre psychologique. Vous savez, là, on passe par une période un peu difficile, très difficile pour tout le monde, pour toutes et tous, pour les entrepreneurs qui vivent cette situation-là avec des pertes de contrats, une diminution d'activité, etc. C'est un peu difficile de dépasser cette période-là. Donc, c'est très important de bâtir un cercle de confiance autour de soi pour qu'on puisse avancer. L'élément curiosité est très important pour une entrepreneur ou un entrepreneur. C'est très, très important qu'on soit curieux. On pose les questions, on fait nos investigations pour valider toutes nos hypothèses en termes de développement d'entreprise. Un autre élément qui est important aussi à noter, c'est qu'il faut aimer son domaine d'activité. Donc, c'est en lien avec la passion. Il faut aimer son idée d'affaires également. Donc, mais parfois, on est trop attaché à notre idée, on ne veut pas la changer, on ne veut pas la modifier, on n'accepte pas la critique, etc. Ça risque de bloquer le processus entrepreneurial et la réussite. Donc, il faut aimer notre idée, il faut y croire vraiment, mais il faut toujours questionner sa désirabilité et sa faisabilité tout le temps. Donc, en posant la question, en parlant de notre idée, pas hésiter de dire, moi, je veux développer cette idée-là, bien sûr, sauf si elle est protégée par une patente ou vous avez une découverte assez... Ça, il faut garder, mais l'idée du projet, il faut la partager parce qu'il faut la questionner en quelque sorte pour voir est-ce qu'il y a un marché derrière, est-ce que cette idée est désirable, elle intéresse le monde, est-ce qu'elle est faisable en termes de ressources, etc. Il faut toujours prioriser l'approche essai-erreur. Il n'y a aucun entrepreneur qui a réussi et qui a réussi son parcours sans erreur, sans avoir fait des erreurs, sans avoir vécu des échecs. Donc, il ne faut pas, et une des qualités des entrepreneurs, que ce soit femmes ou hommes, c'est de ne pas avoir peur de prendre un peu de risque pour se lancer en affaires. Et donc, on teste nos idées, on revient, on refait notre plan, on refait notre planification, notre organisation et on avance. Il faut toujours privilégier cette approche-là.
pour développer son idée, pour démarrer son entreprise et pour également croître son idée à travers des projets connexes, par exemple. Équipe entrepreneuriale, il ne faut jamais croire que les entrepreneurs sont seuls. Même les travailleurs autonomes qui démarrent une entreprise autour d'eux-mêmes, ils ont des conseillers, des consultants. On travaille avec un comptable, on travaille avec un juriste, on est soutenu par la famille, on a démarré, on a ramené l'argent. Donc, il y a toujours une équipe, mais qui est intégrée à l'organisation ou qui est présente d'une manière informelle comme soutien. Mais si on développe un projet, il faudra peut-être privilégier l'équipe entrepreneuriale à 2 à 3, surtout quand on a les mêmes valeurs, quand on a des compétences complémentaires. Ça peut aider à développer l'entreprise, à la démarrer plus rapidement, plus facilement. Et puis, si on est 2 ou 3, chacun amène son réseau, chacun explore un réseau différent et on arrive à faire croître l'idée et le projet. En termes de réseautage, il est primordial d'être présent, de présenter son idée et de parler de son idée et d'aller chercher quels sont les réseaux dans lesquels je peux participer pour avoir un peu plus d'accès à l'information, un peu plus d'accès à des ressources, etc. Et donc, ici, moi, je mentionne ici la question de lien faible. C'est les connaissances versus liens forts. Les liens forts, c'est nos amis, c'est notre famille, etc. Mais il faut, dans une approche entrepreneuriale, aller chercher beaucoup plus loin que notre réseau très proche. Donc, il faut aller chercher, renforcer ces liens faibles-là. Et ça peut partir par les centres d'intérêt. Et si on a chacune des centres d'intérêt, des hobbies, comme on les appelle, il faut aller, peut-être, ça serait une bonne stratégie de renforcer nos réseaux, nos liens avec la communauté à travers nos intérêts personnels, individuels, etc. Un autre élément également important, c'est ce que je dis, c'est mon avant-dernier point. Je parle de commencer par bien servir votre communauté et ensuite appuyez-vous sur le réseau pour grandir. Et ça, on le voit assez souvent que les entrepreneurs, femmes immigrantes qui réussissent, travaillent et renforcent le lien avec la communauté. Elle utilise sa communauté pour renforcer ses ressources, pour agrandir ses ressources, mais également pour faire croître son marché. Et donc, moi, je précise très bien, c'est commencer par bien servir la communauté. Parce que si on commence par bien servir la communauté, bouche à oreille va servir plus tard à faire augmenter votre présence sur le marché, sur le secteur, etc. Et c'est un élément très, très important. Un autre atout que les immigrants ont, c'est que on peut faire le pont entre notre pays d'origine et notre pays d'accueil. Et ce qu'on voit, on parle d'entrepreneuriat transnational plutôt, et c'est plutôt les immigrants et immigrantes qui sont présents dans ce marché-là. Donc, il faut toujours garder en tête, peut-être dès le départ, l'idée de faire le pont avec le pays d'origine, que ce soit pour importer, exporter. Donc, il y a toujours ces éléments-là qui sont des atouts extraordinaires, énormes pour les immigrants et immigrantes. Donc, voilà. Moi, j'ai fini. Je vous ai gardé quelques ressources ici en termes d'informations concernant le démarrage d'une entreprise, concernant l'entrepreneuriat féminin, concernant l'accès au financement. Nos amis de Micro-Entreprendre, ils sont ils ont beaucoup d'expérience dans l'appui financier aux entrepreneurs immigrants. Et j'ai gardé également le lien avec l'atelier d'innovation sociale Maurice Bélanger, qui est à l'Université Saint-Paul,
là où je suis, l'actuel président du conseil d'administration. Donc, on fait également de l'accompagnement. C'est un lieu bilingue, plutôt francophone ces dernières années. Donc, je serai joignable à l'atelier si vous voulez continuer la discussion, s'il y a de l'intérêt pour développer vos idées de projet. Voilà. Merci, Jamel. Super. On a eu des informations super intéressantes. Alors, avant de passer aux questions-réponses, on a un deuxième volet. Alors, aujourd'hui, on a avec nous Anissa. Anissa qui va nous partager son expérience en tant que femme entrepreneur, femme immigrante entrepreneur. Donc, elle va nous parler de comment elle a commencé, de ses défis et aussi des conseils, ce qu'elle pense qu'il faut faire et aussi ne pas faire. Donc, Anissa, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour à celles et ceux peut-être qui viennent de nous rejoindre. J'ai vraiment apprécié la présentation de M. Jamel et je me suis vue à travers elle, vraiment. Il a su cibler vraiment, depuis le début, les défis, les atouts, même les conseils. Je dirais que moi, j'ai appliqué tous ces conseils. Il me reste juste l'international. J'essaie de voir comment je peux le faire. Mais sinon, c'est très pertinent ce qu'il a dit. Vraiment. Alors, moi, je vais commencer par mes débuts. Comment j'ai pu débuter et j'ai eu l'idée de démarrer mon entreprise? Moi, ça fait 3 ans que j'ai démarré mon entreprise. Qu'est-ce que je fais dans mon entreprise? Je fais du coaching à distance, du coaching informatique à distance. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens qui ont besoin de soit apprendre un logiciel informatique ou résoudre un problème informatique, ils me contactent, on prend rendez-vous, j'accède à leurs ordinateurs, ils m'écoutent comme ça, je les guide comme si je suis à côté d'elles, et on résout le problème. Ou elles apprennent quelque chose de nouveau avec moi. Ça, c'est l'idée de mon entreprise de départ. Quand est-ce que je l'ai eu? Il y a 3 ans seulement. Avant, j'étais salariée depuis, ça fait 25 ans moi, que je travaille, 3 ans d'entrepreneuriat, donc 22 ans que j'étais salariée. Donc, l'idée d'entreprendre n'était pas vraiment facile à prendre parce qu'on est habitué à avoir un salaire régulier, que ce soit tous les mois dans mon pays d'origine, l'Algérie, ou ici, c'était toutes les 2 semaines. Mais comme il y a eu j'étais en chômage une fois, je travaillais dans un organisme, je donnais des cours informatiques, et là, ils ont dû supprimer le poste par manque d'argent. Donc, c'était obligé qu'ils suppriment le poste. Là, j'ai eu l'idée, j'ai dit, pourquoi je ne démarrerais pas mon entreprise, surtout ici au Canada, que les ressources, et tout est facile pour démarrer une entreprise, il faut juste avoir la volonté de le faire et avoir confiance en soi. Et j'ai dit, je ne dépendrai jamais d'une subvention salariale, je ne serai jamais une employée qui dépendra d'un salaire, d'une subvention, je serai ma propre employeur. Donc, c'était ça mon idée. Surtout que je savais, comme je travaillais dans un organisme communautaire qui est Option Femmes Emploi, qui donnait des programmes de démarrage d'entreprise, surtout un programme de bilan entrepreneurial. Donc, avec ça, on peut savoir est-ce qu'on est fait pour devenir entrepreneur ou non, parce que nous devons avoir certaines qualités, comme l'a dit Jamel tout à l'heure, avoir la passion, avoir la curiosité, avoir certaines caractéristiques d'un entrepreneur qu'eux, ils nous font le test, ils nous font explorer tout ça sur nous-mêmes. Donc, c'est ça qui m'a encouragée à le faire. Donc, j'ai commencé par ce programme-là. Je l'ai pris. C'était 4 semaines. C'est très intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et en même temps, j'avais peur. Je me disais, est-ce que je continue dans l'idée de démarrer mon entreprise ou je vais chercher un emploi comme ça, je serai tranquille, j'ai une paye fixe. J'étais toujours déchirée entre les 2 décisions. Mais plus j'avançais dans mon exploration, plus j'apprenais et plus mon entourage, comme l'a dit Jamel, mon entourage proche, moi je faisais déjà du coaching à distance à mes frères et sœurs en Algérie, à mes amis ici, je les aidais à distance. Donc j'avais une certaine expérience, j'avais testé mon produit, comme ils le disent, si vous prenez la formation et il faut l'apprendre, on ne peut pas s'improviser entrepreneur du jour au lendemain, non. Ce n'est pas parce qu'on sait faire quelque chose qu'on peut gérer une entreprise. Il faut vraiment apprendre les ficelles de ce que c'est une entreprise. Alors, moi, après avoir pris ce programme de bilan entrepreneurial, à la fin, j'étais décidée à démarrer mon entreprise parce que j'avais commencé comme, OK, je vais voir, puisque je suis en chômage, je vais explorer. C'était une exploration. Mais à la fin, j'étais décidée surtout que quelqu'un est intervenu dans notre programme. Il est venu,
C'était un programme d'Emploi Québec aussi. Ça aussi, ça rejoint ce que Jamel a dit. Il faut toujours se renseigner sur ce que le gouvernement offre aux entrepreneurs. Donc, il y a un programme au Québec qui s'appelle le soutien aux travailleurs autonomes. C'est quoi? C'est un soutien financier pendant une année. On est soutenu par un salaire minimum. Ça veut dire, même si je n'ai aucun client, j'ai un salaire minimum toutes les 2 semaines, mais à condition que mon idée d'entreprise passe à un comité. Il y a toutes des étapes à suivre. Si vous voulez aussi, à la fin, je donnerai un lien à Karine. Mais c'est sur le site d'Emploi Québec que vous allez trouver soutien travailleur autonome. Vous allez chercher. Et c'est bien aussi de chercher soi-même, de ne pas s'inspirer des expériences d'autres personnes, surtout ceux qui ont échoué et qui vont essayer de vous dire non, ce n'est pas faisable. Chacun son cas est différent des autres. Si vous êtes passionné par votre idée et que vous voyez qu'il y a un besoin vraiment, on appelle ça l'étude de marché, que vous allez aussi apprendre lorsque vous allez prendre la formation, foncez parce que les cas sont différents. Donc, après avoir fait le bilan entrepreneurial, je suis allée m'informer sur ce soutien aux travailleurs autonomes et j'ai fait ma demande. C'est vraiment tout un paquet de documents qu'il faut remplir. Des fois, c'est dissuasif, c'est intimidant, mais il faut le faire. Et moi, il y avait même dans le document qui disait « Les services informatiques sont fort possibles qu'ils soient refusés ». Mais je suis allée jusqu'au bout et j'ai été acceptée par le comité et on m'a soutenue pendant une année. J'ai fait pendant cette année le plan d'affaires. On a été suivi par un coach qui nous aidait parce qu'il faut faire un plan d'affaires, surtout pour ceux qui veulent faire un emprunt à la banque. Moi, je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas eu besoin pour mon cas. Mais après, aussi pour le développement de l'entreprise, on a accès à des coachs gratuits pendant toute l'année, que ce soit pour la comptabilité, pour le marketing, pour l'étude de marché, tout. Donc, c'est vraiment un vrai soutien pour celui qui veut le faire, mais après que votre idée soit passée. Donc, moi, c'est tout ça qui m'a aidé, mais j'avais toujours cette peur de comment je vais avoir des clients. Parce qu'avant, les clients, ils venaient tout seuls. Moi, j'allais donner ma formation, les gens étaient déjà inscrits. Mais là, comment je vais les chercher? Mais heureusement, avec mes petits clients que j'avais de temps en temps, qui étaient mes amis ou mes collègues, c'est le bouche à oreille vraiment qui fait l'affaire. Bien sûr, j'ai fait des publicités sur Facebook et sur mon site web et tout, mais c'est vraiment le bouche à oreille parce que les gens aimaient mon service. Les gens cherchent la qualité. Et ce n'est pas le prix aussi qui détermine que les gens viennent vers vous ou non. Ça, c'est une erreur qu'on fait. Lorsqu'on démarre, on dit « Ah, si on baisse nos prix, on va avoir des clients. » Non. La baisse de prix veut dire que votre produit n'est pas bon. C'est toujours ça. Ça fait fuir les gens. Et votre prix, il n'est pas discuté si votre service est excellent. Moi, c'est ça. Les gens ne discutent jamais mes prix quand je les donne. Ils sont satisfaits du service et ils ne discutent même pas. Je suis vraiment étonnée de ça, mais je vous le dis par expérience. Donc, c'est ça. Moi, mes défis, au début, j'avais aussi peur que mon voile ne me permette pas. Ça ne m'ouvre pas des portes, alors que ce n'est pas vrai. Je réalisais que les gens cherchent la qualité du service et lorsqu'ils la trouvent, ils s'en foutent de la personne. C'est vraiment la relation avec la personne. Moi, j'ai des qualités je suis facile à être abordée, à communiquer. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui me connaissent ou qui ont pris des cours avec moi. Je commence à être connue ici à Gatineau. Beaucoup de monde me connaissent. Donc, j'ai cette approche qui facilite tout. Donc, les gens oublient, ils entrent dans mon cours, ils sont un peu crispés au début. Ensuite, dès que je commence mon cours, je ris avec eux, je fais des blagues et tout ça, j'adoucis l'atmosphère et tout devient comme s'ils oublient. Ils me disent, Anissa, on oublie complètement que tu portes un voile. Donc, c'est vraiment la qualité du service qui fait de vous que ça réussisse ou non. Et avoir confiance en soi, être curieux, toujours être au courant des nouveautés. Moi, je suis toujours au courant de ce qui se passe en informatique, de tous les nouveaux logiciels. Je m'informe, je teste. Il faut que je sois au courant. C'est ça qui me permet d'être... quand un nouveau logiciel, ils me disent, Anissa, est-ce que tu le connais? Je dis oui. Et là, maintenant, j'ai vraiment des contrats que j'ai du mal à croire que je refuse des contrats maintenant, parce que ça me prend beaucoup de temps. Je n'imaginais jamais ça au début quand j'ai démarré mon entreprise. Ce que je peux vous conseiller, c'est que il ne faut pas se fier à vos perceptions et avoir peur. Il faut toujours valider, comme l'a dit M. Jamel. Allez valider l'information, cherchez, informez-vous, appelez les gens, discutez avec eux, posez les questions directement à la personne concernée. Ne jamais se fier de ce qu'on vous dit autour de vous. Juste ça, il faut que ce soit vous qui parliez.
quoi, l'entourage aussi, votre entourage vous aidera beaucoup lorsque vous allez démarrer. Il faut les informer. Lorsqu'on démarre une entreprise, on ne le fait pas seul. Par exemple, votre mari, vos enfants, il faut que vous les incluiez dans votre projet. Comme ça, ils feront partie et ils vont vous aider. Et ils vont comprendre que lorsque vous êtes occupé, ils vont vous aider. Lorsque vous leur demandez leur aide et tout, surtout lorsque vous développez un nouveau produit où vous êtes très occupé, où vous êtes prise, ils vont comprendre ça parce que vous leur avez expliqué, ils sont avec vous, ils vont vous accompagner dans votre projet. Le réseautage aussi, très important. Moi, je participe beaucoup aux événements de réseautage et il y en a beaucoup ici à Gatineau. Il faut juste s'inscrire se joindre à des groupes Facebook aussi, s'informer, être là, sortir. Vraiment, les gens de loin peuvent ne pas vous aborder, mais lorsqu'ils vous rencontrent en personne, ils vous parlent, là, tout de suite, ça déclenche quelque chose qu'ils peuvent devenir vos clients. Moi, c'est mon expérience qui me fait de vous dire ça. C'est vraiment, j'ai eu des clients juste comme ça, en les rencontrant. Moi, mon premier client, je l'ai rencontré dans une session de réseautage. C'était mon premier client, mon premier contrat. C'était un contrat de $8,000. Jusqu'à présent, je suis impressionnée de ça, mais je l'ai trouvé juste dans une séance de réseautage. Il m'a posé la question, j'ai dit oui, moi je fais ça et ça. Il m'a dit, Anissa, on a une plateforme, elle est nouvelle pour nous, on n'arrive pas à l'utiliser. J'ai dit oui, moi je peux comprendre une nouvelle plateforme, je vais vous l'apprendre et je vais la créer pour vous. Donc c'était ça mon premier contrat. Mon deuxième contrat était avec l'organisme dans lequel je travaillais avant, mais là je suis avec contrat avec eux et j'ai des cours informatiques très souvent avec eux. J'ai aussi d'autres contrats avec d'autres clients. Je donne des cours à des cadres du gouvernement, des ambulanciers, de tout. J'ai des clients de toutes sortes grâce à ma réputation, grâce à mes clients qui me ramènent des clients. Ils vont parler de moi, de ma qualité et ça ramène sans que je fasse quoi que ce soit. Alors, je ne sais pas si j'ai abordé tout. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pourrai répondre si je n'ai pas abordé. Et n'hésitez pas, alors on est là pour ça. Merci beaucoup de votre attention. Merci Anissa, c'était vraiment inspirant. Jamel, tu peux nous rejoindre? Donc, on arrive à la partie des questions-réponses. On en a déjà quelques-unes qui étaient en attente, que je vais poser directement. La première question, je pense qu'elle était de Denis. Une seconde, je vais voir. C'était « Pourquoi les ressources financières sont-elles plus difficiles pour les femmes ?» Ça, c'était lié à ta présentation, Jamel. Oui. Ouais. Au fait, aux femmes et aux femmes immigrantes, plus clairement. Donc, pour les immigrants, les réponses claires et directes, c'est on dit on vient d'arriver, on n'a pas un historique de crédit, et donc c'est ça. Les banques, comme institution classique de financement de projets, elle va être réticente à donner un prêt ou à investir. Donc, ça, je parle des banques, des institutions financières classiques pour les immigrants. Sinon, pour les femmes, en général, c'est en lien avec la présence qui décide, en fait, dans ces institutions financières, qui sont les décideurs en termes de choisir un projet et pas l'autre. Donc, la présence des hommes dans les hautes directions et dans les services financiers de ces institutions-là aussi joue énormément dans le fait qu'on choisit des projets portés par des hommes versus des projets portés par des femmes. Donc ça, c'est une réponse rapide. Les choses commencent à changer. En fait, les organisations et les institutions qui offrent du financement aux entrepreneurs commencent à avoir beaucoup plus d'ouverture dans ce sens, mais la réponse directe est claire, c'est ça. Quand on est immigrant, on n'a pas d'historique de crédit, donc c'est clair qu'on va être refusé automatiquement. Après, ce sont des questions de réseau, de réseau d'affaires, de comment on est introduit à l'institution ou à l'organisation qui offre, comment on présente notre projet, etc. Et puis, il y a toujours cette dimension genre
qui joue énormément quand on est plusieurs hommes à prendre la décision sur la qualité des projets. On a cette tendance-là. Il y a aussi des croyances et des préjugés qui restent toujours présentes par rapport à l'entrepreneuriat féminin, où les femmes ne prennent pas de risques, où les femmes ont tendance à ne pas avoir développé un projet assez rigoureux, etc. Mais c'est toujours des questions de ce genre-là qui se trouvent. Donc, voilà. Alors, je voulais poser une question, mais je pense que tu as répondu à la question. C'était, lorsqu'on n'a pas une historique de crédit, est-ce qu'il est possible de se faire accompagner? Mais tu as répondu à la question, je pense, en partie. En fait, là, je spécifie ma réponse. Elle est surtout, concerne surtout les institutions classiques de financement, donc les banques, etc. Mais il y a toujours d'autres moyens, d'autres ressources de financement, que ce soit des organisations qui accompagnent, qui offrent de l'accompagnement à des femmes entrepreneurs, à des femmes immigrantes entrepreneurs, à des entrepreneurs immigrants. Mais il faut justement aller chercher ce type de ressources-là et ne pas directement choisir le circuit classique de financement. OK, super. Alors, la deuxième question, elle vient de Ria, c'est est-il nécessaire d'avoir une formation en entrepreneuriat pour créer son entreprise? J'avais entendu Anissa en parler tout à l'heure. Je ne sais pas si elle a envie de répondre. Oui, c'est très nécessaire. Après, c'est nécessaire. Oui. Moi, je vais insister surtout sur les gens qui croient que lorsqu'ils maîtrisent quelque chose, c'est suffisant pour démarrer une entreprise. J'en ai rencontré beaucoup d'entrepreneurs qui n'ont pas pris de formation et ils sont perdus. Il faut l'apprendre parce qu'il y a des éléments qu'on ne sait pas, comme la comptabilité. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas comment ça fonctionne, la comptabilité d'entreprise. Ils vont démarrer, ensuite ils vont se trouver avec des problèmes. Il faut comprendre tous les volets, même si ce n'est pas vous qui le fassiez, il faut les comprendre. Sa comptabilité, même si moi, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est mon mari qui me le fait parce qu'il fait de la comptabilité. Moi, je lui fais juste le fichier Excel, je rentre mes données, mais je comprends tout ce qu'il fait. Où est-ce qu'il remplit? Quels sont ses... Il faut comprendre, parce que sinon, vous allez dépasser un jour et ne pas comprendre comment, surtout ceux qui ont fait des prêts. Moi, je n'ai pas fait de prêts. Je n'ai pas beaucoup de dépenses dans mon entreprise. Moi, j'en arrive au moins jusqu'à, comme cette année, je suis arrivée à 5 000 $, même si je travaille de la maison. Mais je m'abonne à des logiciels, j'achète des choses. Donc, il faut être de près vraiment de ces dépenses. Ça, c'est la comptabilité. Il y a d'autres choses. Le marketing, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut apprendre ces choses-là ou engager quelqu'un. Donc, quand on prend la formation de démarrage d'entreprise, qu'on sait tout ça. J'ai pris même un cours de technique de vente, comment vendre ses produits. C'est le centre d'entrepreneurship de l'Outaouais. C'est vraiment pas cher, leur cours. C'est merveilleux. On a accès à des coachs, des spécialistes et tout qui nous suivent de près, répondent à nos questions. Il faut l'apprendre, la formation, quel que soit. Le prix, il faut l'apprendre. Je laisse Jamel compléter. Oui, merci Anissa. La réponse est oui et non en même temps. En fait, ce que Anissa a dit est vrai, est très vrai. Ce que moi j'ai dit tout à l'heure quand j'ai parlé d'équipe entrepreneuriale, c'est vraiment dans ce sens-là. Donc, on se trouve des personnes qui complètent nos compétences. On va aller chercher quelqu'un qui aime parler, travailler avec des gens, qui maîtrise le marketing, etc. Donc, ça, oui. Je dis, toute personne peut être entrepreneur. Si j'aurais dû commencer par cela. Chacun de nous peut être entrepreneur. Chacun de nous peut démarrer une entreprise s'il le veut. Ça doit, encore une fois, partir par une volonté et par la passion. Je reviens toujours à cet élément-là. Quand on est passionné de quelque chose, on va dépasser toutes les difficultés. Sinon, en termes de formation, même si on est salarié, et là, on le voit dans les entreprises, on va prendre ce certificat par là, on va prendre cette formation par-ci. Donc, on est toujours, quand on est ambitieux, on va aller chercher des nouvelles compétences pour le faire. Il y a certainement des basiques, comme Anissa l'a bien formulé. Je pense des questions en lien avec la comptabilité, les finances, je ne dis pas comptabilité, parce qu'il y a des comptables, on peut les engager, on doit comprendre. Mais comment gérer ses finances,
Ça, ce sont des éléments qu'on peut aller chercher comme compétences. Des éléments marketing, par exemple, par secteur, on peut aller les chercher. Si on est seul comme entrepreneur, c'est le cas d'Anissa, aller chercher un certificat, une formation pour développer des compétences en technique de vente, comment vendre, etc. C'est toujours intéressant. Mais sinon, est-ce qu'on doit absolument suivre une formation, c'est-à-dire obtenir un diplôme en entrepreneuriat pour devenir entrepreneur? La réponse est non. Non, oui, c'est vrai. C'est pas obligatoire. C'est très important de le faire parce que se maintenir à jour sur ce qui se passe, c'est de l'apprentissage, c'est des compétences qu'on acquiert. Si on veut réaliser notre rêve et puis développer notre marché, etc., on va le faire automatiquement, on va le faire certainement. Il y a ceux et celles qui obtiennent un certificat, d'autres qui le font sans l'obtenir. Donc, moi, je suis resté un peu flou, c'est fait exprès. C'est pas pour dire encore une fois mon message, on peut devenir entrepreneur sans formation et les cas sont plusieurs. Oui, ça c'est vrai. Oui, c'est vrai. Comprendre son marché, être curieux, aller poser des questions, ça fait partie du processus. Oui, pour compléter, je comprends ce que tu veux dire. Ce n'est pas obligatoire d'avoir une formation pour démarrer. C'est ce que veut dire Jamel. Oui, non, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez démarrer du jour au lendemain, tant que vous savez quoi faire et par quoi commencer. Moi, je parlais de la nécessité de comprendre certaines choses pour démarrer correctement et ne pas tomber dans 1 an, 2 ans. C'est pour évoluer. Dans ce sens, la formation. Mais elle n'est pas obligatoire pour démarrer. Non, on peut démarrer quand on veut et, comme l'a dit Jamel, toute personne peut démarrer à n'importe quel moment, quand elle veut, où elle veut. On peut avoir de l'accompagnement et il y a plusieurs centres qui sont disponibles. Moi, tout à l'heure, j'ai parlé de l'atelier d'innovation sociale. C'est un lieu où on peut avoir de l'accompagnement pour réfléchir à son idée, pour développer son plan d'affaires, pour développer son modèle d'affaires. On peut aller chercher ces éléments-là, mais il faudra que ces éléments-là se font en parallèle. C'est-à-dire, on n'attend pas jusqu'à obtenir la certification, la formation pour faire les choses. On le fait tout en complétant. En même temps. Parce que quand tu te poses des questions, tu vas savoir de quoi as-tu besoin pour aller de l'avant, pour faire croître son marché ou pour aller chercher une nouvelle clientèle, pour vérifier est-ce que mon idée est bonne ou pas. Donc, commencer le travail et le compléter par des diplômes et des certifications, c'est important et possible. On a Joël qui a une question, dont j'ai activé son micro. Joël, est-ce que tu veux intervenir? Oui, j'aurais 2 petites questions, ou même 3, surtout des conseils à demander à Madame Anissa. Bonjour à tout le monde d'abord. Bonjour Joël. En fait, moi, ma question, je suis informaticienne de formation depuis mon pays d'origine. Et quand je suis arrivée ici, je venais juste de fermer mon entreprise dans mon pays parce que j'avais déjà commencé l'entrepreneuriat où j'étais. Quand je suis arrivée ici, j'ai été un peu intimidée pour démarrer ça. Jusqu'à récemment, où je suis retournée après aux études pour me mettre à jour par rapport à ce qui se passe ici, parce que c'est pas pareil que chez nous ici. Oui, bonne idée. Oui. J'ai fait ça aussi, moi. Je n'ai pas parlé de ça, mais j'ai fait une formation ici, quand je suis arrivée. Oui. Et là, je finis ce vendredi avec la pandémie. On a été un peu retenus là. Très bien. Dernièrement, avec cette situation de Covid où tout le monde travaille en ligne, comme d'habitude, la plupart de la communauté savent que je suis informaticienne, ils posent des questions et je suis obligée d'intervenir. Et là, l'idée m'est venue de faire comme vous, pareil. Ok, très bien. Une opportunité d'affaires. S'il y a 10 personnes qui peuvent m'appeler dans une semaine, c'est qu'il y a quand même quelque chose à faire. Et là, je me posais la question, c'est quoi
la forme juridique qu'il faut commencer avec, parce que j'ai fait aussi une formation en lancement d'entreprise quand je suis ici, et l'idée d'aller chercher du travail n'a jamais effleuré mon esprit là. J'ai 4 enfants, je voudrais bien travailler à mon propre compte, bien que ça demande beaucoup de temps aussi, mais ça permet aussi d'être près de la famille, je me dis. Je voulais savoir, c'est quoi la bonne forme juridique comme un support technique, ou je me penchais beaucoup plus dans le help desk, comme on dit. Je voulais savoir c'est quoi la bonne forme juridique, parce que la plupart des gens te diront il faut être autonome, il faut être incorporé, mais là, c'est comme si j'ai un peu peur d'aborder. Moi, je te dirais, pour débuter, un travailleur autonome, c'est très simple. Il n'y a rien de juridiquement de compliqué quand tu deviens travailleur autonome. D'accord. Puisque tu commences, d'après moi, il faut commencer par le plus simple. Les gens deviennent incorporés et tout autre quand le revenu d'entreprise augmente à un certain point. Parce que qu'est-ce qui joue? C'est quoi la différence? Ce sont les impôts que tu payes. Quand tu es travailleur autonome, c'est comme un particulier qui paye ses impôts. Tant que le revenu n'est pas grand, c'est bon. Mais dès que ça dépasse une certaine valeur de revenu, ça devient comme, c'est beaucoup d'impôts que tu payes en tant que travailleur autonome, presque 50% de ton revenu. Bien sûr, si ça dépasse $100,000. Il y a un tableau de ça que nous aussi, pendant notre formation, on nous a montré ça. On avait un cours sur quelle forme juridique vous prenez et ça nous parlait de ça. Mais moins de 40 000, 50 000, d'après moi, c'est travailleur autonome. C'est avec l'évolution de ton entreprise que tu pourras changer. Tu peux toujours passer de travailleur autonome à incorporer à autre chose. C'est-à-dire, n'augmente pas tes dépenses ni tes trucs juridiques pour rien. Moi, je fais les choses au besoin. J'ai dû m'inscrire au registraire l'année passée seulement parce que j'ai eu besoin pour avoir une bourse. Sinon, je ne me suis pas enregistrée et je n'ai pas eu besoin. Donc, il ne faut faire les choses que lorsque l'on a besoin. Il ne faut pas juste suivre les autres ou juste comme ça parce que ça nous fait faire des dépenses inutiles. Devenir membre de tel ou tel ou tel sans utiliser leurs ressources. Moi, je n'ai pas fait ça du tout. J'ai diminué mes dépenses. C'est mon expérience. Ouais, j'espère que je t'ai répondu. Oui, très bien même. Très bien, ok, merci. Et ma deuxième question, c'est par rapport je voulais savoir si vous faites du coaching dans le sens d'aider à monter son entreprise, ou si vous pouvez monter des ressources comme vous avez dit là. Je peux t'aider sur un plan personnel. Je t'aide de moi à toi, mais je ne fais pas de coaching général. Moi, D'accord. Oui, mon coaching est en informatique seulement. Mais tu peux me contacter en privé et je t'aiderai, je te répondrai à toutes tes questions. D'accord, merci. On a trouvé un mentor. Ouais, c'est ça. C'est mon idée, Karine, de le faire avec Afio. Mais il n'y a pas de problème. On parlera de ça. On prend. Jamel, tu veux compléter quelque chose? Et là, regardez, juste avant que j'oublie, j'allais vous dire, moi, la majorité ici, je ne peux pas dire 100% de mes clients sont des femmes entrepreneurs. 100%, j'ai peut-être un seul client qui épisodiquement m'appelle. Toutes mes clientes sont des femmes entrepreneurs, des courtières, des naturopathes, des artistes, ça. J'en ai qui sont régulières chaque mois, il faut qu'elles m'appellent, il faut que je les aide. Il y en a qui sont épisodiques comme ça dépend de leurs besoins. Mais ce sont des femmes entrepreneurs. OK. Tu as vu, j'avais prévu, Karine, au début, que les entrepreneurs ne respectent pas les règles. Quelle est la règle qu'on n'a pas respectée? On répond aux questions. Oui, non, j'ai rien dit. C'est juste une confirmation. Mais c'est comme ça qu'ils réussissent, parce qu'ils sont différents des autres. Ils font exactement. Différemment. Oui, tu es en plein dans ce qu'il faut. Exactement. La créativité, l'innovation sont très importants. Oui. Et donc, innover en termes d'approche, être créatif sur quelle stratégie choisir, quel partenaire choisir, quel réseau choisir pour commencer. Sinon, si je peux me permettre pour compléter selon la question de Joël, donc oui, moi je suis d'accord avec ce que Anissa a dit en termes de forme juridique. Après,
tout dépend du type de projet. Donc, si toi, tu poses la question à Anissa en termes de coaching en informatique, travailleur autonome, c'est la bonne forme pour commencer. Sinon, chaque forme, ça serait intéressant, par exemple, pour toi, je pense que l'un des liens que j'ai mis t'amène à aller voir quelles sont les différences entre les formes juridiques en termes. Chaque forme a ses avantages et ses inconvénients. Oui. Donc, il faudra voir par rapport à ton projet le plus d'avantages possible et le moins d'inconvénients possible. Et ça serait toujours intéressant de prendre en considération de se projeter. Donc, quelle est ta vision par rapport à ton entreprise? Où est-ce que tu te vois dans 5 ans et comment tu te vois? En termes de, moi, j'ai compris que la question de conciliation travail-famille est très importante pour toi, Joël. Donc, est-ce que tu vas prendre une approche, une stratégie pour faire croître ton entreprise? Si oui, de quelle manière? Est-ce que tu vas t'associer à d'autres personnes et puis tu vas juste te retirer après quelques années, laisser l'entreprise gérée par d'autres personnes? C'est possible. Il y a plusieurs approches. Donc, la forme juridique ne devrait pas être en premier mise comme question qui va te bloquer pour démarrer ton entreprise. Il faudra réfléchir sur l'idée, réfléchir sur le marché, réfléchir sur quel type de clientèle tu peux avoir, quel type de marché tu peux avoir, quel type de service, est-ce que ton service ou les produits que tu vas vendre, est-ce qu'il y aura une clientèle pour, si oui, combien, à quelle fréquence? Après, tout ça, il y a un travail, peut-être moi, j'ai oublié de le mentionner dans mes conseils, mais une question de planification et d'organisation est très importante dans une approche entrepreneuriale. Il faut tout prendre en note dès le départ. Il ne faut rien oublier. Quand on pose des questions, quand on se pose des questions, prenez-les en note. Moi, j'ai interviewé plusieurs entrepreneurs et puis ceux et celles qui réussissent le plus, c'est ceux et celles qui gardent note de leurs réflexions à chaque fois et puis qui vérifient quel type de réponse ils ont obtenu, quel type d'informations ils ont eu. Et tout cela, ça aide à développer le projet. Donc, toi, tu te poses les questions. Je pense que tu te poses les bonnes questions. Tu as choisi une première bonne approche pour mettre à jour tes diplômes, etc. Maintenant, il faudra continuer si c'est ça ce que tu veux, parce que tu l'étais. Donc, pour toi, il y a des compétences que tu n'as pas à développer. Il y a juste des compétences que tu dois développer par rapport au contexte dans lequel tu vis actuellement. Donc, c'est là, c'est ce que je peux rajouter par rapport à ta question. Merci beaucoup. Merci, Joël. On a une autre question. Comment être sûr que l'idée d'entreprise ou d'entreprendre intéresse les clients potentiels? Posez la question à Anissa. Il faut tester. Il faut tester, comme on l'a dit. Par exemple, vos amis, vos proches, il faut tester vos produits avec eux, même si c'est gratuit, parce que vous allez en apprendre beaucoup. Moi, mes cobayes étaient mes frères et sœurs, pour le faire à distance. Ce n'était pas dans le but d'entreprendre, mais c'était les besoins. J'étais là et ils me contactaient, je faisais TeamViewer à distance. Et là, ils commençaient à me dire, oh mon Dieu, Anissa, t'expliques très bien, tu es la seule qui arrive à nous expliquer. Nos enfants, ils sont impatients, ils nous font ça, clic, clic, clic. Et ils partent, toi, tu arrives à nous montrer. J'ai appris beaucoup de choses à des gens qui n'ont jamais touché à un ordinateur à distance. Et moi, je le faisais juste comme ça, aider, mais parce que je travaillais, j'avais un travail. Mais j'avais une cliente que j'avais acceptée sur mon temps libre, qui, elle, m'a abordé petit à petit. Elle me dit, Anissa, est-ce que tu sais faire ça? Je dis, OK, j'ai jamais essayé, mais laisse-moi m'informer. Elle me dit, OK, informe-toi et je lui reviens avec la réponse. Et là, j'ai fait comme presque tout avec elle, tout le Mac. Elle avait un Mac, j'ai dû apprendre le Mac. Toutes ces questions sur Excel, sur Word, sur PowerPoint, sur les sites web, sur les images, tout. J'ai fait comme un apprentissage. Je l'ai depuis 7 ans. Cette cliente, et elle est toujours jusqu'à maintenant. C'est ma cliente préférée. Je lui dis toujours, elle est excellente comme cliente. Elle est très respectueuse, c'est bien. J'ai appris tout avec elle et je lui dis, c'est moi qui m'a permis de me découvrir parce que moi, je ne me connaissais pas cette compétence. C'est avec elle. Ensuite, maintenant, je suis rassurée parce que je le fais avec mes frères, mes sœurs, mes amis. Hier, une amie m'a contactée, m'a dit, Anissa, je n'arrive pas à ouvrir un fichier PDF. Est-ce que je te ramène mon laptop? J'ai dit, non, on le fait à distance. Installe TeamViewer. On l'a fait 10 minutes, on a résolu le problème. Mais ce sont ces tests-là que je fais avec mes amis gratuitement, comme ça, rapidement.
qui me permettent d'acquérir une compétence et une confiance en moi. Donc, c'est comme ça que vous allez savoir s'il y a un besoin. Et moi, même avec ça, je disais, il n'y a pas de besoin. Non, mes amis me disent, non, Anissa, le besoin existe pour ce que tu donnes et c'est vrai. C'est vrai, je n'arrive pas à croire comment j'ai des demandes comme ça. Tout le monde a besoin d'apprendre l'informatique, donc j'ai beaucoup de demandes. Surtout à distance, ils aiment ça. Ils ne se déplacent pas, donc ça les convient. Ça leur convient. J'espère que j'ai répondu. S'il y a d'autres choses, n'hésitez pas. Tu veux rajouter quelque chose, Jamel? Oui, en fait, c'est un oui et c'est un non. Tout à l'heure, j'ai parlé, quand j'ai commencé mon introduction, j'ai dit, ou quand j'ai parlé des conseils, essais-erreurs, c'est toujours important. Et l'autre chose que j'ai mentionnée, c'est de toujours parler de son idée. À ses proches, oui, mais il faudra tester ailleurs également pour que ça ne soit pas juste tes proches qui peuvent être très gentils avec toi, très conciliants avec toi. Ok, pas objectif, oui. Donc, il ne faut jamais hésiter, au fait, quand on a une idée d'affaires, peut-être qu'une des peurs des entrepreneurs et entrepreneurs heureux, c'est de se faire voler son idée. Mais pour moi, ça, c'est comme un mythe. Parce que le processus que tu as déjà entamé en termes de réflexion, en termes de connexion, en lien avec des compétences, avec les ressources que tu as, sont uniques pour les entrepreneurs et entrepreneurs. Donc, même si quelqu'un d'autre, on va dire, il va prendre l'idée, il ne va pas la faire comme toi, tu vas la faire parce que elle n'a pas accès aux mêmes ressources, n'a pas accès aux mêmes compétences, n'a pas accès aux mêmes partenaires, n'a pas accès aux mêmes expériences. Donc, il ne faut jamais hésiter de parler et de vérifier. La question, la question de prototypage est très intéressante. Ce que Anissa a fait avec sa première cliente, c'est vraiment tester ses compétences, tester ses services. Et puis, sa cliente est restée comme cliente. Donc, développer un prototype à partir duquel on peut faire des modifications, des changements, ça aussi, c'est une approche avec laquelle on peut tester nos idées. Donc là, je mélange un peu produit, service, ça dépend de ce qu'on veut développer. Mais tout projet a sa manière et sa stratégie de vérification. Mais il y a une constante, il faut en parler et puis il faut accepter le feedback. Mm-hmm. On a une autre question qui est super intéressante, c'est est-ce difficile de concilier entrepreneuriat et salariat? Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai pas compris cette question. Entrepreneuriat et salariat, que ça veut dire? C'est-à-dire peut-être être entrepreneur en même temps que salarié. Ah, ok. Moi, je ne l'ai pas fait, mais par expérience, j'en ai vu quelques-unes de mes clientes qui étaient salariées et en même temps, elles développaient à côté leurs entreprises. Donc, elles venaient faire avec moi soit leur page Facebook, soit parler de leurs produits. Elles le faisaient en parallèle dans le projet de quitter leur travail. Elles le faisaient. Ça dépend de quel service elles font ou quel produit elles développent. Désolée pour ma fille, elle n'arrive pas à croire que je suis en direct. Donc, c'est ça. C'est mon idée. D'après mon expérience, j'avais quelques clientes comme ça, mais pas beaucoup. Mais c'est faisable. Une autre question, peut-être que tu vas profiter et répondre aussi, c'est est-ce qu'il y a des exigences au niveau administratif pour s'installer ou commencer? Si vous travaillez de la maison, il y en a certaines. Ça dépend quel service. Moi, informatique, je n'ai pas d'exigence, mais si j'avais ouvert un salon de coiffure ou un truc de spa ou je ne sais pas, autre chose, il faut s'informer. Oui, il faut demander un permis à la ville. Mm-hmm. Certaines fonctions, il faut demander un permis à la ville, un permis d'affaires, je pense. Ça existe sur le site web. On peut aller sur le site de la ville de Gatineau, lire, il y a toutes les données. Lisez, c'est quoi votre cas? C'est ça, votre bureau où vous l'ouvrez. Est-ce que dans cette zone, vous avez le droit d'offrir ce service? Il y a beaucoup de choses à s'informer. Ça aussi, je l'ai appris dans ma formation de démarrage au centre d'entrepreneurship. Donc, c'est ça. Tout à l'heure, la femme avait posé la question sur les ressources. C'était une question que j'ai lue. Peut-être que tu vas l'aborder. Je l'aborderai quand tu arriveras. Parce que je l'avais déjà abordé au début. C'était pourquoi est-ce que les femmes avaient moins de ressources que les hommes? Ce n'est pas les ressources financières. Moi, je parle des organismes qui accompagnent. Oui, c'était la prochaine, effectivement. Ah, OK.
Je vais laisser Jamel, je ne sais pas s'il va ajouter quelque chose à ce que j'ai dit, je ne sais pas. C'est comme tu veux, Anissa. Alors, est-ce que tu as des choses à ajouter Elle a dit, est-ce qu'on peut concilier entrepreneuriat et salariat? Est-ce que toi, dans ton étude, tu as vu des cas pareils? Oui, au fait, il y a plusieurs recherches qui parlent des entrepreneurs salariés. Le défi avec cela, c'est qu'on n'arrive pas à concilier les deux et que ça va bloquer l'entreprise et le salaire. Donc, généralement, c'est pris comme une stratégie pour démarrer son entreprise. Il y a plusieurs personnes avec lesquelles j'ai parlé où il y a des études qui sont faites sur les entrepreneurs salariés où on garantit un salaire jusqu'à ce que l'entreprise démarre, mais il y a un risque à prendre avec ça. C'est comme tu augmentes le risque de bien démarrer ton entreprise en gardant ton salaire et en gardant ton engagement, surtout l'engagement dans ton travail. Il faudra que ça soit bien étudié. Ça se peut, il y a des cas où c'est possible. J'ai connu des entrepreneurs qui ont gardé leur emploi pendant 5 ans. J'ai en tête un cas, mais lui, il s'est beaucoup appuyé sur sa famille et les membres de sa famille pour faire fonctionner l'entreprise tout en développant. Donc, c'est ça. Donc, il y a un certain équilibre à trouver qui n'est pas toujours évident, qui n'est pas toujours difficile. Donc, il vaut mieux faire, de toutes les manières, toute la procédure, toute la réflexion sur l'idée, sur l'opportunité, sur le test, on peut le faire en étant salarié et c'est ce que tout le monde ou presque fait. On est salarié et ou on est aux études et on pense à l'idée. Donc, on est toujours entre les deux, donc c'est possible de le faire, mais il faut très bien le gérer. Il faut aussi accepter, c'est pour ça que, encore une fois, je reviens à la question de passion, à la question d'intérêt personnel pour le domaine dans lequel on veut se développer. C'est comme ça qu'on va puiser les ressources personnelles pour passer des heures et des heures de travail sur le projet, en dehors de notre temps de salaire, d'emploi, et travailler des week-ends, aller poser des questions à des potentiels fournisseurs dans nos journées de repos, etc. Donc, il y a tous ces éléments-là à prendre en considération. Donc, moi, je dis oui, c'est possible. Il faut que ça soit bien étudié, bien planifié. Mm-hmm. Donc, on a aussi de bonnes nouvelles. Je pense qu'il y a dans l'assistance des gens qui souhaiteraient être clients à Anissa, clientes plutôt à Anissa. On demande les contacts de Anissa si on a besoin de ses services. J'ai ajouté ton Gmail, Anissa. Donc, parfait. Le Gmail est là, anirabai@gmail.com. Pour celles et ceux qui souhaitent. Sinon, vous contactez la FIO. On vous met en relation et on prend un pourcentage. Ton micro est coupé, Anissa. Oh mon Dieu. J'ai dit merci, Jamel, d'avoir donné mon courriel. Et je disais aussi, vous pouvez me chercher Anissa Rabai sur Internet. Je suis présente sur Google. J'ai Google mon entreprise, j'ai tout. Je suis présente. N'hésitez pas, surtout pour des questions comme ça, pour vous aider à démarrer, ce sera gratuit. Je vous aiderai vraiment. Toutes les ressources auxquelles j'ai eu recours, vraiment, ça me fait plaisir. Moi, j'aime aider les femmes, surtout les femmes immigrantes, à devenir autonomes et ne pas avoir peur à aller plus loin, prendre l'initiative. On est vraiment bonne lorsqu'on est passionné et c'est vraiment, on peut, vraiment. Je pense qu'on est arrivé à la fin de la présentation. Est-ce que vous avez quelques derniers mots à dire à nos participants, Anissa, Jamel? Moi, il y a une question à laquelle je n'ai pas répondu. J'ai peur d'oublier, Jamel. Alors, regardez, il y a 2 ressources que moi j'ai utilisées. C'est Option Femmes Emploi pour le bilan entrepreneurial. Je ne sais pas, Afio, s'ils donnent des programmes d'entrepreneuriat. On ne donne pas de programme entrepreneuriat, mais on a eu un projet entrepreneurial cette année. Je vais parler de ça tout à l'heure. Très bien. Alors, Option Femmes Emploi, c'est juste les femmes, pas seulement les familles immigrantes, mais toutes les femmes. C'est le bilan entrepreneurial. C'est un bilan. Vous faites un bilan et à la fin, vous décidez, vous allez savoir c'est quoi vous allez valider votre aidant. Il est très bien fait.
La dame qui le donne, elle est merveilleuse. C'est elle qui m'a vraiment encouragée à aller plus loin et elle a beaucoup d'expérience concernant ce qui est entrepreneuriat ici. Ça fait 30 ans qu'elle habite ici. Elle s'appelle Claudia. Donc, ce n'est pas pour faire de la publicité, mais pour vous donner la bonne ressource. Ça, c'est le bilan entrepreneurial. Ensuite, moi, pour me soutenir, j'ai fait le STA, soutien travailleur autonome, à travers Emploi Québec, mais je suis passée par le centre d'entrepreneurship qui est sur Maloney, dans le centre compétences Outaouais. Là-bas, il y a un centre d'entrepreneurship. C'est vraiment pour le démarrage d'entreprise. Merci Karine, elle est en train d'écrire tout ça dans les... Oui, merci, tu suis bien. La mesure STA, oui, c'est de ça dont je parle, la mesure STA. Soutien aux travailleurs autonomes, STA. Donc ça, c'est très intéressant. Informez-vous et faites la demande. Ce n'est pas grave si on vous dit non. Vous ne perdez rien. Allez jusqu'au bout, remplissez bien le formulaire, répondez aux questions. Ils veulent vraiment aider. Oui, le centre d'entrepreneurship aussi. Informez-vous, les cours ne sont pas chers. Vous payez comme $100 pour le cours. Ils sont merveilleux, les cours qui sont donnés. Il faut juste être assisté, poser des questions, être assidu. Vous allez vraiment en apprendre beaucoup de choses sur le parti entrepreneurial, à part ce que vous pouvez donner comme service ou produit. Mm-hmm. Je te laisse la parole, Jem. Juste contacter Anissa et puis vous avez tout. Non, je plaisante. Moi juste pour terminer, juste dire, ça c'est aussi un lien avec mes recherches ou les recherches sur les entrepreneurs immigrants en général, et on le dit souvent. Donc, quand on immigre, déjà on entreprenne un processus. C'est pour ça, c'est ce qui explique, entre autres, la tendance que les immigrants ont comparativement aux natifs vers l'entrepreneuriat. Donc, encore une fois, moi, c'est sur ces mots-là que je termine. Donc, il ne faut jamais hésiter. Déjà, si on parle d'entrepreneuriat, on parle toujours de prise de risque, alors que les entrepreneurs prennent rarement des risques. Tout est calculé, bien planifié, si on veut réussir. Mais déjà, on a changé d'emplacement, on a fait le choix, on a pris une décision. Donc, on a les bases de compétences nécessaires pour entreprendre. Donc, il y a quelque chose qui nous tient à cœur, pour la réaliser, il faut absolument commencer des démarches et prendre le temps pour questionner, se former, s'informer. Et voilà. Et je suis également là pour ça. Donc, j'ai laissé mes coordonnées. N'hésitez pas si vous avez des questions. Parfait. Merci Jamel. Merci Anissa. Alors, je disais tout à l'heure, Anissa, qu'en termes d'entrepreneuriat, parce que tu voulais savoir, est-ce que la FIO fait quelque chose? On a un projet qu'on a initié cette année pour pouvoir accompagner les femmes entrepreneurs et leur donner plus de visibilité. Alors, j'explique simplement, c'est qu'on s'est rendu compte que dans notre base de données, on avait plein de femmes qui avaient des super produits à proposer, mais que les gens ne connaissaient pas, que le public ne connaissait pas. Alors, cette année, on a décidé qu'on allait les mettre en lumière au niveau Comme faire un répertoire. Comme faire un répertoire. Donc, on a d'abord fait une demande d'intérêt sur Facebook pour voir s'il y aurait des personnes intéressées. On a eu beaucoup de retours et on a pu récolter une vingtaine de femmes entrepreneurs. Et ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 2 marchés au niveau de Gatineau qui se tiennent depuis juin, et ça, c'est jusqu'à fin octobre, le marché de Vieux-Hall et le marché de Gatineau. Je ne sais pas si tu connais le marché du plateau. Donc, le Vieux-Hall, c'est tous les jeudis et le marché du plateau, c'est tous les samedis. Et donc, la FIO a pris un kiosque et ces jours-là, chaque fois, on a une nouvelle femme qui vient présenter ses produits. Et si tu vas sur notre page Facebook, aujourd'hui, on a un album photo, exposition des femmes immigrantes, et tu vas voir toutes les femmes qui sont passées avec leurs produits, leurs contacts. Donc, pour toutes celles qui nous suivent, si elles sont intéressées par ces produits, on a les contacts, donc vous pouvez les contacter. Vous pouvez aussi contacter la FIO pour avoir leurs contacts, parce qu'on a été vraiment émerveillés. Moi, j'ai été vraiment époustouflée par les produits. Oui, il y en a beaucoup, Extraordinaire. Donc, en termes d'entrepreneuriat, franchement, elles sont vraiment, vraiment bonnes. Je confirme, oui. Elles sont vraiment bonnes. Donc, c'est sur ce point qu'on va arrêter le café rencontre de cet après-midi. Je vous dis merci à tous d'être arrivés. Merci beaucoup. Le prochain, on en aura un autre, mais ce ne sera pas à 14h, ce sera à midi. Ce sera à midi parce qu'en août, la FIO ferme à 13h les vendredis, donc on va le faire à midi.
Ce sera de midi à 13h30. Et le thème du vendredi prochain, ce sera le confinement chez les Premières Nations. On va en savoir un peu plus. Intéressant. Super. Merci Karine. Merci, donc, merci à tous d'être Merci beaucoup. Merci pour le partage. Au plaisir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.